3, 2, 1... Salut à tous, comme moi, vous avez sûrement entendu la bombe hier soir. Damian Lillard va jouer aux Milwaukee Bucks. L'occasion rêvée, ça faisait longtemps de repartir avec vous en mode Hot React. C'est ça, alors qu'il était attendu à Miami, Damian Lillard est finalement parti à Milwaukee, dans un deal à 3 équipes, impliquant également Portland et Phoenix. Bien sûr, on va se demander ce que ça apporte pour les équipes concernées, mais surtout, on va voir ce que ça donne pour Milwaukee et pour Damian Lillard, parce que ne nous le cachons pas, ce deal est sacrément hypant pour les deux parties. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Les Bucks vont-ils droit vers le titre avec Damian Lillard dans leur rang ? Bon, hier soir, la bombe est tombée, et quelle surprise! Ouais, je m'attendais à ce que Damian Lillard soit transféré rapidement, vu que ça faisait déjà 3 mois qu'il avait demandé son trade. Ouais, je m'attendais à ce que ça ait lieu là, début octobre, avant le lancement de la saison. Mais est-ce que j'imaginais qu'il y avait un monde où le meneur partirait vers les Bucks? Non, clairement pas, tant le Heat semblait favori pour faire venir Dame. J'avais l'impression en fait que les deux équipes jouaient la montre surtout, et qu'elles finiraient par s'entendre en trouvant une troisième team, mais finalement pas du tout. Visiblement Pat Riley n'a pas su se montrer assez convaincant, n'a pas trouvé la troisième équipe, et Milwaukee a sauté sur l'occasion. Parce que ouais, en vrai, je n'ai pas l'impression que les Bucks se déshabillent non plus pour le faire venir. J'ai l'impression que le Heat aurait pu proposer mieux, ou au moins aussi bien, en intégrant également les Suns dans la boucle. Là, le trade, vous le voyez, c'est un deal à 3 équipes, qui implique les Suns aussi, qui envoie donc Lillard à Milwaukee, pendant que les Blazers reçoivent DeAndre Ayton, Jrue Holiday, qui ne devrait pas faire long feu à Portland, Toumani Camara, un first round 2029 et 2 futurs swaps, alors que Yusuf Nurkic, Nasir Little, Keon Johnson et Grayson Allen prennent eux la direction de Phoenix. Et en vrai, sans même parler du fait que Lillard joue désormais pour les Bucks, son départ de Portland, même si on s'y attendait, ça fait un choc quand même, ça va faire chelou de le voir avec un autre maillot, lui qui dans sa carrière, qui est longue de 11 ans, a toujours porté le maillot de la franchise de l'Oregon, jusqu'à devenir le meilleur scoreur all-time de la franchise. Clairement, on se rappellera de lui à Portland, et son départ finalement se comprend au vu de la direction que prenait la franchise. Il se fait par la grande porte finalement, il a fait son taf du côté de l'Oregon, Damian Lillard. Et puis de manière générale, ce deal va peut-être débloquer certaines choses en NBA à l'approche du coup d'envoi de la saison. Des équipes comme le Heat et les Sixers, qui visiblement étaient sur le coup concernant Dame, vont-elles maintenant pouvoir s'activer? De ce qu'il se dit, les deux franchises seraient déjà dans les starting blocks pour faire venir Jrue Holiday, comme les Celtics d'ailleurs. Et pour ce qui est des Sixers, c'est pas mal aussi, ça fixe le prix du marché, et ça montre que pour James Harden, dont la cote est bien moins haute que pour Damian Lillard, l'équipe de Pennsylvanie ne pourra pas non plus s'attendre à recevoir une contrepartie démente, et une flopée de tours de draft comme aurait pu l'espérer Daryl Morey. Bref, je pense en tout cas que ce transfert représente peut-être le coup d'envoi d'une série de mouvements qui pourrait être super intéressante à suivre à partir de maintenant en NBA. Et puis pauvre Jrue Holiday aussi, qui il y a à peine 24 heures disait qu'il se voyait bien prendre sa retraite sous le maillot des Bucks. Mais non, c'est comme ça, c'est la NBA, on connaît, tout est possible là-bas et les choses peuvent aller très très vite. Mais bref, aujourd'hui on est là pour faire le bilan du deal et j'ai surtout envie de m'intéresser à ce que ça peut donner Lillard et les Bucks, c'est la pièce majeure de ce transfert. Mais avant quand même, on va un petit peu regarder ce que ça peut donner concernant les autres équipes impliquées. Et du côté de Portland, pour commencer, on perd clairement, on l'a dit, l'un des meilleurs joueurs all-time de la franchise. Ce transfert, ça représente un vrai tournant pour eux et ça va permettre à l'équipe de se tourner vers la jeunesse et la reconstruction, afin d'envisager l'avenir autour de pièces prometteuses comme Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Anthony Simons et donc DeAndre Ayton qui vient d'arriver. C'est ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, avec Ayton, ils ont un pivot solide et prometteur qui a 25 ans, qui est capable de tourner en très gros double-double tous les soirs. C'est quand même très lourd et l'ossature créée semble plutôt intéressante pour le futur. Vraiment des éléments prometteurs maintenant, il y en a dans cette équipe qui pourraient d'un coup devenir très sympa à suivre l'an prochain. Ajoutons à ça les 2 pick swaps dont on parle pas assez à mon goût, qui viennent compléter le first pick 2019 qui a aussi été récupéré dans ce transfert. Ces 2 pick swaps, ils vont être en 2028 et en 2030, à une époque où Lillard sera déjà sûrement retraité et où les Bucks pourraient être en pleine reconstruction et donc bien moins compétitifs qu'actuellement. En d'autres termes, là, tous ces picks qui ont été récupérés pourraient être très bien placés et pour ça, justement, GG à Portland. Surtout qu'avec le transfert de Jrue Holiday qui s'annonce imminent, d'autres assets et d'autres tours de draft pourraient aussi être récupérés et Joe Cronin, le GM, je pense, doit être très content de son deal. Bien joué à Milwaukee d'avoir réussi à mettre en place toutes les pièces nécessaires pour le convaincre d'envoyer Lillard d'ailleurs. Maintenant, c'est sûr, ce sera pas simple de faire oublier Dame dans le cœur des fans de Portland, du moins pas tout de suite. Mais au moins, avec les pièces reçues, les Blazers pourront envisager l'avenir avec pas mal d'enthousiasme, et rien que ça, c'est positif.
compétitif. Toutes les équipes qui ont transféré des joueurs stars ces dernières saisons ne peuvent pas en dire autant. Ce qui bloquait apparemment avec Miami, c'était Tyler Herro. Portland, qui a déjà dans ses rangs Scoot Henderson, qui vient d'être récupéré avec le 3e choix de la draft, mais aussi Shaedon Sharpe et Anthony Simons, ne voulait pas récupérer un autre arrière en pièce majeure d'un deal pour Damian Lillard. Et là, avec Ayton, qui est pivot, j'ai l'impression que le management a pu obtenir tout ce qu'il voulait. Bravo à eux aussi d'ailleurs d'avoir su faire preuve de patience plutôt que de se précipiter dès la demande de transfert de Damian Lillard, pour finalement organiser un deal qui avait du sens. Mais maintenant, on pourrait se demander, et c'est vrai, pourquoi une équipe comme Phoenix, qui de toute évidence s'affiche comme l'un des prétendants pour le titre 2024, et ça même avant le transfert de Damian Lillard et le départ de DeAndre Ayton, a décidé justement de transférer Ayton ailleurs pour faciliter la tâche des Bucks et permettre à un autre contender, même s'il joue dans l'autre conférence, de se renforcer. Et bien déjà ça on le sait, ça fait un moment que Ayton n'est plus en odeur de sainteté dans l'Arizona, et son investissement n'a pas été à la hauteur de ce qui était attendu quand les Suns l'ont récupéré avec le first pick de la draft 2018. Il a beau faire des chiffres, agir des deux côtés du terrain, être performant, être talentueux, mais son attitude et son éthique de travail ont souvent été critiquées, et ça se sentait, les Suns a tenté juste la bonne occasion pour l'envoyer ailleurs. Son talent, ses qualités, sa taille, sa puissance, tout ça, ça a jamais fait douter personne, et nul doute que bien sûr, le pivot saura utiliser tout ça, tout cet éventail du côté de Portland. En fait, du côté de Phoenix, c'est plus son côté soft, mais aussi le fait qu'il touche 32 millions par saison, je pense, qui ont fait que les Suns ne comptaient plus vraiment sur lui. Forcément, on l'a vu, cette équipe, elle était assez handicapée financièrement, elle avait du mal à se renforcer sur le banc, à obtenir de la profondeur, et utiliser Ayton pour finalement libérer un peu de cap ou renforcer ce banc, ça pouvait être intéressant dans l'optique de jouer et d'être une équipe compétitive pour aller jusqu'au bout dans ces playoffs et dans les playoffs qui vont arriver. À la place de Ayton, Phoenix récupère notamment Jusuf Nurkic, un pivot qui a 4 ans de plus, c'est vrai, qui est moins talentueux aussi, c'est sûr, mais un guerrier qui pourra s'effacer et faire le travail de l'ombre pour mettre en lumière le trio Booker, Durant, Bill. Et surtout, un pivot qu'il faudra payer beaucoup moins cher vu que le salaire du Bosnien est 2 fois moins élevé que celui d'Ayton. Ok, par contre, la fâcheuse tendance à se blesser fréquemment de Nurkic pourrait inquiéter, mais en contrepartie, c'est quand même un bien meilleur passeur que Ayton. C'est un excellent rebondeur aussi, qui n'a pas peur du contact. Au contraire, il aime ça, il va le chercher. Et je suis persuadé que dans le collectif des Suns, au vu de toutes les stars qu'il y a déjà, mais aussi au vu des manques et des besoins de l'effectif, Nurkic pourrait vite trouver une place de choix, plus qu'Ayton en tout cas dans le dispositif de Frank Vogel. Et puis on s'en rappelle, l'équipe l'an dernier manquait surtout de profondeur sur le banc, je l'ai dit juste avant. Les Suns ont eu beau tenter de combler ça comme ils ont pu à la free agency, en faisant venir des joueurs qui sont qualitatifs, comme Eric Gordon, Watanabe, Bol Bol et plusieurs autres encore, mais je dois être honnête, ça me faisait pas rêver, et pour moi ça ne compensait pas non plus tous les soucis que l'équipe de Phoenix avait sur son banc. Là du coup, dans le deal, en récupérant Nurkic, mais aussi en faisant venir Grayson Allen notamment, j'ai l'impression que Phoenix continue à densifier ses rotations, sachant que ça ne m'étonnerait pas que Grayson Allen puisse starter dans l'équipe de Frank Vogel. On a un arrière qui connaît le rôle de 5ème option du 5 d'une équipe compétitive sur le bout des doigts, c'est celui qu'il occupait à Milwaukee, et je pense que dans la combativité, l'intensité et le shoot aussi, domaine dans lequel Grayson Allen est très bon, il pourrait rendre de vrais services à cette team des Suns. Après, si Vogel veut un line-up plus défensif, il pourra toujours utiliser Okogie dans le 5 de départ, comme c'était prévu à la base, tandis que Grayson Allen renforcera le banc, tout comme Keon Johnson et Nasir Little, qui eux aussi ont été récupérés dans l'histoire. Vraiment, je trouve ça super intéressant pour ces Suns, qui d'un coup gomment pas mal de doutes que j'avais à leur sujet. Et puis après, sans aucun manque de respect aucun pour Toumani Camara, qui était à Phoenix, qui avait été drafté au 2e tour et qui part vers Portland, son départ il me semble bien plus qu'anecdotique. Ok, il y a toujours un déficit à la main dans ce roster, mais peu importe, dans l'équipe il y a quand même beaucoup de créateurs, je pense à Bradley Beal, à Devin Booker et même à Kevin Durant, et je pense qu'après ce deal, Phoenix ressort plus fort. Mais bref, tout ça c'est bien, on a parlé de Phoenix, on a parlé de Portland, ça a du sens pour ces deux teams, alors maintenant penchons-nous plutôt sur l'arrivée de Lillard à Milwaukee, la part du deal qui m'intéresse le plus personnellement. Là d'un coup avec Dame, Giannis Antetokounmpo aura à ses côtés un joueur d'une qualité qu'il n'a jamais connue auparavant, et clairement le duo sur le papier pourrait juste être l'un des tout meilleurs de la NBA. Associer un double MVP toujours en plein prime et un septuple All-Star qui l'an dernier tournait à plus de 32 points et 7 passes par match, waouh, ça peut faire des étincelles, surtout avec des coéquipiers de valeur comme peuvent l'être Chris Middleton et Brook Lopez. La force de frappe offensive des Bucks là d'un coup elle semble multipliée, tandis que défensivement, avec des pièces comme Antetokounmpo, Lopez et Middleton, l'équipe restera je pense très compétitive malgré la perte de Jrue Holiday qui pourtant est l'un des meilleurs défenseurs NBA à son poste. Maintenant, la question que l'on pourrait se poser, c'est comment Lillard va fitter à Milwaukee, et comment Adrian Griffin, le nouveau coach, pourra faire en sorte de faire coexister deux joueurs qui l'an dernier faisaient partie du top 5 des meilleurs scoreurs de la NBA, en dépassant tous les deux des moyennes de 31 points par match. C'est lourd, et c'est vrai qu'à première vue ça pourrait ne pas être simple, et on pourrait imaginer qu'au moins au début, les deux superstars se marchent au moins un petit peu sur les pieds. Si depuis des années, les Blazers, c'est l'équipe de Dame, cette fois-ci, on a un Lillard qui débarque dans l'équipe de Giannis, et obligatoirement, il va devoir s'adapter à un nouveau rôle, une nouvelle façon de jouer. Mais est-ce que je m'inquiète vraiment pour ça ? Pas du tout.
Les deux gars connaissent le basket et ses bases par cœur, et imaginez Lillard porter la balle pendant qu'Antetokounmpo vient poser un écran, soit pour roll vers le panier, soit pour offrir à Dame un shoot de loin, ça pourrait faire rêver, tant cette situation de pick and roll pourrait avoir lieu pendant toute la durée d'un match, ad vitam aeternam, et participer à mettre complètement sous l'eau les défenses adverses. Puis on s'en rappelle, il y a quelques jours, Giannis a clairement mis la pression sur la franchise du Wisconsin, en rappelant qu'il fallait construire autour de lui une équipe capable de jouer un titre, qu'il fallait lui ramener d'autres excellents joueurs afin de capitaliser au mieux sur ses années de prime. Avec Damian Lillard, le voilà servi, et pas qu'un peu. Je connais un ailier fort grec là qui doit être tout sourire en ce moment à l'idée de passer ses prochaines saisons sous le même maillot que celui de Lillard. Le fit me semble assez obvious en vrai, quand tu associes l'un des meilleurs joueurs de la ligue dans la raquette à l'un des meilleurs snipers de loin, ouais, forcément, ça peut faire d'énormes dégâts offensifs. Ok, après on pourra dire que c'est risqué de compter autant sur un joueur de 33 ans pour aller au bout, je peux le comprendre, mais individuellement, jusque-là, Lillard n'a montré aucun signe de régression, vu qu'en carrière, il n'avait jamais scoré autant que l'an passé. De plus, avec des coéquipiers comme Lopez et Middleton, qui eux aussi ont déjà bien passé la trentaine, je trouve que le meneur s'inscrit parfaitement dans la timeline actuelle des Bucks, complètement axé vers le win now, et pas du tout vers le futur. Parce que ouais, gagner maintenant, c'est bien l'objectif de ces Bucks, qui pour faire venir Lillard, ont forcément fait des sacrifices sur leur avenir. Déjà oui, le contrat de Dame, qui pourrait se poursuivre jusqu'en 2025 si le joueur active sa player option, pourrait mal vieillir si le fit ne fonctionne pas, vu que le meneur pourrait toucher plus de 48 millions à terme. Mais bon, ça va, il aura 34 ans, pas 38, ça peut passer. Non, ce qui m'embête le plus, et j'en parlais quand j'évoquais la situation des Suns, c'est d'avoir perdu le pick 2029 et d'avoir donné le droit à Portland d'échanger leur pick en 2028 et en 2030 contre le leur. Parce que ouais, dans 6 ou 7 ans, personne ne sait où en seront les Bucks. Et si cette équipe se situe dans les bas-fonds de la ligue, elle ne pourra plus compter sur la draft pour tenter de se reconstruire et pour tenter d'aller de l'avant. Ça pourrait être handicapant. Si Lillard ne permet pas à Giannis de remporter un deuxième titre, beaucoup pourraient regretter ce deal dans le Wisconsin dans quelques années. Déjà que l'équipe risque de ne pas avoir les droits sur ce premier tour de draft jusqu'en 2027, vu que la Nouvelle-Orléans a récupéré plusieurs swaps dans le deal d'Holiday il y a quelques années, ça pourrait quand même commencer à faire beaucoup de se dire que en cas d'échec, cette équipe des Bucks ne pourra absolument pas se relever via la draft dans les années futures. Tout ça c'est vraiment à prendre en compte, mais est-ce pour ça que je pense que ce deal est un mauvais deal pour les Bucks ? Non. Absolument pas. Le futur de Milwaukee, au vu de la timeline de l'équipe, c'est maintenant. Pour convaincre Giannis, il fallait faire all-in, sur le moment présent. Et les Bucks l'ont fait. Chapeau à eux, ils se sont mouillés, et affichent désormais l'un des duos les plus dangereux de toute la ligue, si ce n'est le plus dangereux. Maintenant, pour que ça ait lieu, il faudra que Lillard accepte de donner son maximum pour une équipe qu'il n'a pas choisie, vu qu'au départ, il ne voulait jouer que pour le 8. Mais ça ne m'inquiète pas, il est un professionnel qui veut gagner, et vu que là, chez les Bucks, il va sûrement avoir la meilleure opportunité de sa vie pour remporter une bague, je ne l'imagine absolument pas ne pas s'impliquer à 1000% dans sa nouvelle franchise. Donc ok, d'un coup, les Bucks ont moins de tours de draft, ils ont aussi moins de flexibilité financière pour le futur, mais en contrepartie, ils s'ouvrent du mieux possible, je pense, la voie vers un titre à court terme, et au final, est-ce que c'est pas ça l'objectif principal en NBA ? Soulever des trophées ? Si, et les Bucks se sont mis dans les meilleures dispositions possibles pour atteindre ce but le plus rapidement possible. C'est forcément hyper hypant pour les fans de la franchise du Wisconsin, je pense. Perdre Holiday défensivement, comme on l'a dit, ça peut faire mal, mais d'autres joueurs sauront compenser son absence, et surtout, on le sait, au scoring, notamment en playoff, Jrue n'était pas forcément une option viable, du moins pas assez régulière. Il suffit de voir l'historique de Lillard en playoff, son adresse super efficace de loin malgré la difficulté des tirs qu'il prend et sa clutchitude, pour se rendre compte qu'il pourra largement apporter à ses Bucks par rapport à un Holiday qui lui manquait d'efficacité en post-season et qui n'arrivait pas vraiment à soulager Giannis au scoring pour empêcher les défenses adverses de se focus sur lui, chose que Damian Lillard pourra faire avec énormément de talent je pense et énormément de réussite. De toute façon soyons clairs, si les Bucks n'avaient pas fait ce move, ils s'exposaient encore potentiellement à une élimination prématurée en playoff l'année prochaine et surtout au mécontentement potentiel de Giannis. Donc quitte à prendre des risques, il fallait bouger et on ne peut que les féliciter de l'avoir fait. Quand en 2020 l'équipe n'avait pas répondu aux attentes en playoff, on s'en rappelle, elle avait déjà réagi immédiatement en faisant venir Holiday. Ça les a menés au titre, on se rappelle ce que ça a donné. Aujourd'hui, ils réagissent de la même façon, en se mouillant pour Giannis pour faire venir Lillard. Et nul doute que pour ça, le grec sera reconnaissant. C'est un pari sur le court terme, c'est sûr, mais s'il fonctionne, tu contentes tout le monde et personne n'en voudra à qui que ce soit. Puis déjà, ça vient de tomber, selon les bookmakers de Vegas, d'un coup Milwaukee s'affiche à la première place parmi les prétendants au titre en NBA, devant Denver, alors qu'hier après-midi encore, il ne s'affichait qu'à la 4ème place. C'est dire à quel point les parieurs croient à l'arrivée de Lillard dans le Wisconsin, et on les comprend vu le potentiel de l'équipe désormais, tandis que Miami vient juste de complètement chuter dans ce classement vis-à-vis des parieurs, c'est parlant. De toute façon pour moi le Heat c'est le grand perdant de ce deal, parce que Pat Riley n'a pas su trouver de quoi convaincre les Blazers, potentiellement en incluant une 3ème équipe. Après je sais, si certains pensent que Lillard fait
aussi partie des perdants, vu qu'il n'a pas pu rejoindre South Beach comme il le désirait à la base. Je me dis qu'au final, dans l'optique de remporter un titre, il ne pouvait pas trouver une meilleure situation. Donc je le pense gagnant aussi, Damian Lillard, dans cette affaire. Donc ouais, pour conclure, ce deal, je pense que c'est du win-win pour tout le monde. Toutes les franchises impliquées, sauf le Heat bien sûr, mais ils sont pas impliqués, mais aussi les joueurs qui font partie de ce transfert. Et si les Bucks, avec Lillard, vont au bout, soit cette année, soit l'an prochain, ils pourront de toute évidence se frotter les mains fort, et le GM John Horst pourra vite, et à juste titre, être considéré comme un génie. Tout ça, il faut s'en rendre compte, il faut en être conscient, ça peut arriver vite, et j'ai hâte que la saison reprenne afin de voir ce que cette association, de voir ce que ce duo pourra donner sur le terrain, en attendant de voir également ce qui va se passer à côté de ça en NBA quant à la situation de Jrue Holiday. Parce que oui, je le disais, mais c'est super important à mes yeux, il faut en être conscient. Ce trade, ça pourrait être le premier d'une autre série de transferts, qui va impliquer tout plein d'autres choses, qui pourrait pourquoi pas être prêt à bouleverser la ligue, et ça, en tant que fan, c'est tout ce qu'on aime en NBA, et donc voilà, je n'ai pas peur de le dire, vive ce transfert de Damian Lillard qui me hype sacrément pour toutes les parties impliquées. Voilà pour ce qui est de l'arrivée de Damian Lillard à Milwaukee, voilà pour ce qui est de ce nouvel Hot React. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce deal? Quels sont les gagnants? Quels sont les perdants? Et surtout, est-ce que ça vous hype autant que moi? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et pour finir, tu connais, si mon contenu t'a plu, n'oublie pas de lâcher un pouce vers le haut juste en bas de la vidéo, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tout ça, ça fait grave plaisir, alors je vous remercie d'avance la team pour ces gestes qui sauvent, et je vous dis à très vite.